Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouvel avis lecture. Dans cet avis lecture je vais vous parler de 3 romans et 3 graphiques. Donc comme j'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter, on va pas trop traîner et commencer tout de suite avec la première. Le premier roman, je l'ai terminé dans le cadre de mon week-end à 1000. Je vous remettrai le vlog que j'avais tourné pendant le week-end à 1000 juste en haut de l'écran parce que vous allez voir qu'il regroupe plusieurs de ses lectures, mais le premier c'est The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. On en a énormément entendu parler de ce roman, il a été traduit l'année dernière chez De Saxus. On est ici sur un roman fantastique, middle grade young adult, et que l'on peut qualifier clairement de feel good. Dans ce roman, on va suivre Linus Baker. Linus est caseworker, donc il est assistant social, et plus précisément, il se spécialise dans la visite d'orphelinats qui accueillent des enfants qui ont des pouvoirs magiques, ou en tout cas des capacités particulières. Linus, son travail, c'est un petit peu toute sa vie, il n'a pas grand chose à côté, il n'a pas particulièrement d'amis, il n'a pas de relation amoureuse, il ne s'entend pas franchement bien avec ses collègues, voire pas du tout avec sa hiérarchie. Il a juste un chat, et encore même avec son chat, ça va pas forcément très bien. Et par contre, dans son travail, il est vraiment très appliqué, très méticuleux. C'est quelqu'un qui est reconnu pour la minutie et la précision de son travail, notamment dans ses rapports. Et ces qualités lui ont valu d'être reconnu par sa hiérarchie pour ça, et donc un jour sa hiérarchie justement va le convoquer et lui assigner une affaire très spéciale. Ils vont l'envoyer dans cet orphelinat, dans cette maison que l'on voit juste là, qui est au bord de la mer. Linus n'a pratiquement jamais quitté sa maison, il n'a jamais vu l'océan, donc c'est une grande première pour lui, et surtout il va se rendre compte que dans cet orphelinat, les enfants sont vraiment très très particuliers. Il y a notamment l'Antéchrist qui fait partie de ces enfants. L'Antéchrist a 6 ans dans ce roman, et le directeur de cet orphelinat également est très particulier apparemment. Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue parce qu'au final il n'y a pas franchement besoin d'en savoir plus. C'est un roman, je vous l'ai dit, très feel good, c'est très doux, très mignon, très touchant. Il y a pas mal d'humour, j'ai apprécié, j'ai trouvé le style très fluide, c'est très accessible même à des gens qui ont simplement des bases en anglais, donc de ce côté-là il n'y a pas de problème. En attendant, j'ai vu énormément de coups de cœur sur ce roman et je ne pense pas en faire partie. Oui, je l'ai trouvé touchant, mais pas au-delà, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé dans l'émouvant, on reste dans le touchant et le mignon. C'est une lecture qui fait du bien, mais c'est pas non plus la lecture du siècle pour moi. Peut-être que un peu plus jeune, je l'aurais davantage apprécié, je ne sais pas, ou alors j'étais peut-être pas simplement dans le bon mood pour l'apprécier autant que les autres. Ça reste une très bonne lecture que je vous recommande sans problème, mais ne vous lancez pas dedans en vous attendant à quelque chose d'exceptionnel. Ça reste un schéma assez classique qui fait penser peut-être à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais dans un cadre beaucoup plus feel good et beaucoup moins sombre. Miss Peregrine et les enfants particuliers est un peu à la limite, pas franchement de l'horrifique, mais en tout cas de l'étrange, du bizarre, du creepy, tandis que là on n'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment un roman qui est là pour faire passer un message de bienveillance, de tolérance, d'acceptation des autres. C'est un roman très inclusif, il y a une romance MM dedans. Bref, c'est un roman qui fait du bien, et qui le fait bien pour ainsi dire. Il fait son job, mais il faut pas nécessairement en attendre plus, du moins à mon avis. Voilà. Pendant le week-end à 1000, j'ai décidé de rester dans des lectures feel good, mais vous allez voir que celle-ci est un petit peu différente. Il s'agit de Everyone in this room will someday be dead de Emily Austen. On est sur un roman très très court, c'est pour ça que je l'avais pris pour le week-end à 1000. Week-end à 1000 que au final j'ai complètement raté, vous le verrez dans le vlog si vous allez le voir ou si vous l'avez déjà vu. On suit ici une jeune femme qui a une trentaine d'années, elle s'appelle Gilda, et Gilda souffre de très très grosses angoisses, notamment vis-à-vis de la mort, pas nécessairement sa mort à elle, mais celle des gens autour d'elle et même des gens qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire que entendre aux infos que quelqu'un est décédé, ça la plonge dans des angoisses assez lourdes et très difficiles à gérer. Elle souffre aussi, même si elle emploie pas ce terme, elle souffre aussi d'hypocondrie. Elle se retrouve très régulièrement à l'hôpital à cause de ses angoisses parce qu'elle a l'impression d'avoir des palpitations, elle a l'impression peut-être qu'elle a un problème à l'estomac, etc. Bref, elle en souffre vraiment, c'est très très handicapant dans sa vie quotidienne. Elle a une petite amie, mais leur relation est pas franchement formidable. On a l'impression que cette relation vivote, mais sans plus. Elle a de très très mauvaises relations avec ses parents. Pour eux, la santé mentale, ce n'est pas un problème, ce n'est même pas une question. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas, ou en tout cas qu'ils refusent de voir, alors que leur fils, également le frère de Gerda, en souffre. Sa vie est vraiment pas simple du tout. Elle a énormément souffert dans sa vie. Elle a perdu son travail à cause de ses problèmes de santé mentale, et un jour,
à cause d'un quiproquo, mais vraiment un quiproquo. Elle va se retrouver à devenir réceptionniste dans une église alors qu'elle n'est pas croyante du tout, elle se revendique clairement athée et elle va se retrouver dans un quiproquo et ne pas savoir dire non au final et devenir la réceptionniste slash secrétaire de cette église. Dans le cadre de son travail, elle va se rendre compte que l'ancienne secrétaire est en fait morte et que potentiellement sa mort serait très suspecte. C'est pour ça que ce livre est marketé comme un cozy mystery, parce que oui, il y a une petite enquête en fond, mais ne vous attendez pas du tout à suivre Gilda mener l'enquête. Elle s'implique dans l'affaire pour des raisons que vous verrez si vous décidez de lire ce livre, mais pour moi ce n'est pas du tout un cozy mystery. On est vraiment sur un roman qui traite avant tout de santé mentale. D'ailleurs le style va peut-être en surprendre ou même en déranger quelques-uns. J'avais lu certains retours qui disaient que clairement ça les avait un petit peu bloqués. On est sur un roman où l'on suit réellement les pensées du personnage comme elles lui viennent. C'est la façon, à mon avis, que l'autrice a choisi pour représenter la santé mentale de Gilda. Personnellement, j'ai trouvé ça assez fidèle. Bien sûr, les angoisses, c'est différent pour tout le monde et on ne peut pas calquer un modèle pour tout le monde, mais vis-à-vis de ce que moi, j'ai pu ressentir à des moments dans ma vie, j'ai trouvé ça assez fidèle. C'est-à-dire l'incapacité pour Gilda de retenir ses pensées, de les empêcher de tourbillonner, de les empêcher parfois de se concentrer sur une chose et de ne plus pouvoir s'en éloigner. Aussi le fait de parfois être distraite par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la conversation dans laquelle elle a été plongée quelques minutes auparavant. De ce côté-là, j'ai trouvé ça très authentique. J'ai donc trouvé qu'il faisait vraiment bien son job du point de vue représentation de la santé mentale et aussi feel good. J'ai trouvé Gilda vraiment très très touchante. Il y a des moments assez durs, assez tristes dans ce livre. Je vous remettrai la liste des trigger warnings en barre d'infos si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous avez entendu parler de ce livre, ne vous attachez pas à l'étiquette cozy mystery. Pour moi, c'est vraiment une partie infime de ce livre. C'est entre autres ce qui m'avait attiré, c'est pour ça que je l'avais acheté à l'origine. Mais au final, même si je n'ai pas retrouvé l'aspect cozy mystery, ça ne m'a pas dérangé du tout. L'aspect feel good, santé mentale, introspection, tranche de vie m'a largement suffi et je me suis énormément attachée au personnage de Gilda. Je l'ai trouvé très vraie, très sincère, très touchante. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. En plus, c'est une autrice canadienne. Je ne lis pas énormément d'auteurs canadiens, c'est un de mes regrets, mais donc voilà, je suis contente d'en avoir découvert une nouvelle. Je vais regarder ce qu'elle a publié d'autres, mais voilà, si vous cherchez quelque chose qui traite de santé mentale avec beaucoup d'humour, parfois très noir, très grinçant, mais qui vraiment, pour moi en tout cas, est très authentique de ce point de vue-là, eh bien écoutez, tentez ça, c'est une lecture très courte, mais simplement pas forcément pour les débutants en anglais. Il vaut mieux être à mon avis assez à l'aise pour pouvoir suivre le fil des pensées et des considérations de Gilda, mais sinon c'était une très chouette lecture. On enchaîne sur le troisième roman de cet avis lecture, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Celui-là, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc pas celui du week-end d'Amil, celui d'après. Je vous le remettrai bien évidemment en haut de l'écran et en barre d'infos. On est ici sur un Brandon Sanderson qui est de la science-fiction en young adult, donc c'était une double première pour moi. Je n'avais jamais lu Brandon Sanderson en SF, je n'avais jamais lu Brandon Sanderson en young adult, donc j'étais vraiment très curieuse et je me suis lancée dans ce roman avec beaucoup de très bons a priori dans la mesure où j'ai vu énormément de coups de cœur ou en tout cas d'excellentes lectures sur ce roman. Et pour tout vous dire, si vous regardez mon dernier vlog, vous allez vous rendre compte qu'au début c'était vraiment pas gagné pour moi. Je pense que j'en attendais trop et que j'avais trop de bonnes attentes. On va suivre Spensa. Spensa vit sur la planète Detritus, donc détritus tout bêtement. Pourquoi cette planète s'appelle comme ça? C'est parce que en fait c'était un petit peu une décharge, une espèce de casse, bref, où l'humanité s'est réfugiée. On ne sait pas trop à la suite de quoi. Au début on ne comprend pas bien, un espèce de conflit intergalactique, quelque chose comme ça. Il ne reste vraiment pas grand monde de l'humanité et pendant longtemps il s'agissait de groupes indépendants qui finalement ont décidé de s'unir pour pouvoir lutter contre les Krells. Les Krells, ce sont une espèce extraterrestre qui attaque sans cesse Detritus par le ciel et donc l'humanité a décidé de former des pilotes d'élite afin de pouvoir les combattre. Le père de Spensa était un pilote d'élite, c'était vraiment l'un des meilleurs pilotes de cette nation jusqu'au jour où lors d'une très grande bataille, la bataille qui a un petit peu fondé la nation en tant que telle, la nation des Defiants, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les défiants, et bien en fait son père apparemment se serait enfui et il ne serait jamais revenu et donc il a été traité de lâche alors qu'auparavant c'était un héros et donc Spensa a dû grandir
grandir avec cette image de son père vu comme le plus grand lâche de toute l'histoire de cette nation, et vous vous doutez bien que ça n'a pas du tout été facile pour elle. La famille de Spensa a vraiment souffert énormément de cette situation, que ce soit du point de vue économique ou forcément émotionnel, vous vous en doutez. Mais donc on en arrive au début du roman où Spensa arrive à l'âge où elle doit choisir une carrière et elle veut devenir pilote comme son père, entre autres pour redorer le blason familial, mais surtout parce qu'elle est passionnée par les étoiles. Il faut savoir que la majorité des gens sur Detritus vivent dans des cavernes en sous-sol, et donc voir des étoiles, c'est vraiment quelque chose de très rare qui est un petit peu réservé aux privilégiés, notamment aux pilotes. Et Spensa, elle a passé toute sa vie à se préparer à ça. Elle va y arriver, je vous spoil un peu, mais elle va y arriver non sans embûche, et elle va intégrer donc l'académie de formation des pilotes et en même temps essayer d'enquêter un petit peu sur ce qui est arrivé à son père, et notamment elle cherche à savoir s'il s'est réellement comporté en lâche ou si c'est un mensonge du gouvernement. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Spensa, c'est-à-dire que je la trouvais antipathique au possible, elle était agaçante. On reproche souvent au personnage de Young Adult d'être très naïf, très mielleux, et bien Spensa c'était l'inverse, mais c'était l'inverse dans l'excès. Elle avait trop confiance en elle, elle était vraiment pénible, je la trouvais très énervante, j'avais du mal à retourner dans cette lecture, j'ai eu beaucoup de mal à lire le premier tiers et voire même la première moitié, et en fait au bout d'un moment j'ai compris que Spensa était davantage attachante que agaçante ou pleinement attachante. À mon avis c'était clairement un choix de Brandon Sanderson d'en faire d'entrée un personnage très pénible, très dur, pour qu'au final on comprenne ses faiblesses, qu'elle révèle un peu ce qu'elle cachait sous sa carapace, et ça s'est arrangé, je me suis pas complètement attachée à Spensa, donc je vous le dis, ce n'était clairement pas un coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture. À partir du moment où l'intrigue en tant que telle a commencé à se mettre en place et où j'ai commencé à cerner les enjeux de cette histoire, ça allait un petit peu mieux, mais le fait que j'éprouve de l'antipathie vis-à-vis de Spensa pendant vraiment une très grande partie du roman, ça a rendu ma lecture laborieuse. Je me suis beaucoup plus attachée à des personnages secondaires, notamment à Kimmerlin, qui est une des autres apprenties de l'école de pilote. J'ai eu un peu aussi du mal avec l'aspect très technique de certains passages, notamment quand ils sont à l'école. Brandon Sanderson passe beaucoup de temps sur la description de certaines manœuvres ou de certaines figures de combat, etc., de certaines parties du vaisseau. Je comprends que ça, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce roman, c'est ce qui permet de construire un monde un peu plus crédible. Je pense que c'est en partie dû au fait que ça soit de la SF, et c'est pas forcément un genre avec lequel je suis encore très à l'aise, mais s'il y avait eu la même chose en fantasy, c'est-à-dire si l'auteur avait passé des heures à me parler des manœuvres de combat ou des types d'épées ou du moindre petit détail dans les armures, ça m'aurait gêné tout autant, donc c'est pas que à cause du fait que ça soit de la SF, ça a dû jouer mais pas que. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur ce roman, mais comme c'est une duologie, je pense que je prendrai plaisir à lire la suite, ne serait-ce que pour avoir la résolution, parce que bah oui, une duologie ça va vite, donc ça serait bête de me priver de la résolution. En soi, la sous-intrigue du tome 1 se termine à la fin de ce premier tome, mais ce qui s'ouvre à mon avis pour le tome 2, c'est le pourquoi du comment. En gros, pourquoi les Krells attaquent les humains, et également d'où vient Spensa. Donc comme ça ne se termine pas sur un cliffhanger de la mort, je ne vais pas me précipiter sur le tome 2, mais si j'ai l'occasion de pouvoir me le procurer, eh bien je le lirai avec plaisir. Ça ne sera clairement pas mon Brandon Sanderson préféré, mais si vous avez envie de science-fiction qui, malgré les longueurs et les détails sur les batailles, etc., reste légère du fait que ce soit du young adult, eh bien tentez, ça vous donnera l'occasion de découvrir la plume de l'auteur dans ce genre. Si vous avez déjà lu ce livre et que vous avez déjà lu du Brandon Sanderson par ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur votre ressenti, sur comment est-ce qu'il s'est débrouillé en fait en quelque sorte en science-fiction. Si comme moi vous avez été un petit peu mitigé, ou si vous faites partie des gens qui ont adoré ce livre, vraiment je vous attends en commentaire. Je trouve que c'est sur les romans sur lesquels on est mitigé que c'est le plus agréable et le plus intéressant d'échanger, donc je vous attends. Hey, coucou tout le monde, c'est la Lucille du montage. Je vous reprends quelques instants parce que j'ai complètement oublié de mentionner un aspect du roman qui m'avait pourtant beaucoup plu. C'est le personnage de M-Bot, qui est le vaisseau de Spensa et qui est très particulier en raison de son intelligence artificielle un petit peu spéciale. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je me sentais bête de ne pas vous en avoir parlé, mais j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc si vous voulez un peu plus de détails sur mon ressenti et sur ce personnage, je vous invite à aller voir mon dernier vlog. Moi, je m'arrête là et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo.
On en a fini avec les romans, on passe tout de suite au graphique. Le premier, je vous en ai parlé dans mon vlog du week-end d'Amil, il s'agit de La cuisine des sorciers. C'est donc une adaptation de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je dis adaptation parce que c'est bien indiqué, œuvre originale Kamome Shirahama et dessin Hiromi Sato. Donc on retrouve exactement le style de l'atelier des sorciers. Hiromi Sato a vraiment collé au style de Kamome Shirahama, mais sachez simplement qu'il ne s'agit pas de l'auteur d'origine. Je vous montre une ou deux planches pour vous montrer à quel point on est sur le même style. On retrouve les personnages de l'atelier des sorciers, donc avec notamment Kiefrey, mais aussi ses apprentis. On découvre par contre un nouveau personnage qui est ce monsieur juste là, qui s'appelle Olujio. Je ne sais pas si on le croise déjà dans l'atelier des sorciers, pour l'instant je n'ai lu que les 3 premiers tomes, j'ai les 4 et 5 dans ma pile à lire, mais je ne suis pas très avancée dans la série, donc peut-être qu'on le connaît déjà. Ça ne m'a absolument pas gênée dans la compréhension, dans la mesure où c'est une série complètement indépendante de l'atelier des sorciers. On se concentre ici sur des petites tranches de vie liées à la cuisine, donc quand Kiefrey et Olujio préparent les repas, quand ils cherchent des idées de recettes, quand les apprentis testent les recettes, bref, c'était une petite lecture très rapide, très mignonne, qui fait du bien, mais qui donne faim, donc attention quand vous lisez ce manga, soit il faut que vous ayez mangé juste avant, soit gardez-vous un petit snack à manger pendant, parce que croyez-moi, moi je l'ai lu, je crois, juste avant mon petit déjeuner, ça m'a vraiment ouvert l'appétit, mais c'était une petite lecture très chouette, et ils vous donnent à chaque chapitre la recette qu'ils ont réalisée juste avant. Alors parfois il y a des ingrédients très particuliers, donc des ingrédients un petit peu magiques, un peu fantastiques, mais sinon ce sont des recettes qu'on peut refaire avec nos ingrédients à nous. Bref, c'était très mignon, mais j'ai pas franchement d'autres choses à vous en dire. Il n'y a pas d'intrigue en tant que telle, c'est juste une lecture qui fait du bien. Ensuite, un emprunt de bibliothèque, j'ai lu Ordeal by Innocence, qui est donc une adaptation d'un Agatha Christie, et l'adaptation est faite par Chandray. Je n'ai jamais lu le roman d'origine, mais quand j'ai commencé à lire la BD, je me suis rendu compte que je connaissais l'histoire dans la mesure où j'ai vu l'adaptation du roman sous la forme d'un des épisodes des Petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Alors je ne sais plus du tout de quelle saison il s'agit, mais je crois que c'est encore une des saisons avec Alice, Lawrence et Marlène. C'est mes personnages préférés dans les Petits meurtres d'Agatha Christie. Les saisons avec eux, ce sont mes saisons préférées. J'aime un petit peu moins les autres, je les regarde quand même, même d'ici, je les regarde avec un VPN, je les regarde quand même, mais ce sont mes préférés et je suis très triste que l'on n'ait plus de saison avec eux. Bref, donc tout ça pour dire que je connaissais déjà l'intrigue de base. On est ici dans une grande famille assez bourgeoise qui en fait a adopté plusieurs enfants, et il y a plusieurs années de ça, la mère a été assassinée et la police avait accusé et condamné l'un des fils adoptifs. Le problème c'est que ce fils est décédé et que quand on commence la BD, quand on commence l'histoire, il y a un homme qui va se présenter à la maison et dire qu'il sait que le fils était innocent parce que il peut lui fournir un alibi, et un alibi vraiment béton. Donc l'enquête sur le meurtre de la mère va se rouvrir et on va se rendre compte que la famille avait vraiment de sacrées casseroles et de sacrés squelettes dans le placard. C'était très chouette. J'aime beaucoup les Agatha Christie de toute façon, mais c'était agréable de le retrouver sous format graphique. C'est une BD assez courte, elle doit faire moins de 50 pages. La seule chose c'est que je suis pas forcément fan du style. Je vais vous montrer une ou deux planches. J'ai trouvé ça un petit peu brut, je suis pas non plus fan de la colorisation, mais par contre je trouve que ça colle assez bien avec l'ambiance des Agatha Christie et surtout l'ambiance des adaptations d'époque. Ça fait un petit peu vieillot, un petit peu à l'ancienne. Apparemment, il y a pas mal d'adaptations BD des romans de Agatha Christie, et je crois que pour chaque, l'adaptation est faite par une personne différente, donc je ne sais pas s'ils en ont d'autres à la bibliothèque. Je vais garder l'œil ouvert, peut-être que je pourrai en commander dans d'autres bibliothèques, parce que c'était très agréable, et surtout j'ai lu une fraction infime de tous les Agatha Christie, pourtant j'en ai lu quelques-uns, mais elle en a fait tellement qu'au final ça fait pas beaucoup, donc c'est aussi l'occasion de combler mes lacunes. C'était l'occasion pour moi de redécouvrir en quelque sorte cette enquête et de passer un très bon moment. Vraiment, je serais très contente de pouvoir réitérer l'expérience. Et on en arrive à ma dernière lecture de cet avis. Il s'agit du tome 2 de Lumberjanes, qui est un comic écrit et dessiné par Stevenson, Ellis, Waters, Allen et Laiho. Il y a du monde qui a travaillé sur ce comic.
Les dessins sont principalement de Noelle Stevenson, qui est la dessinatrice de Adventure Time et de Nimona. Nimona, c'est un roman graphique que je vous recommande chaudement. Je vous remettrai la couverture en bas de l'écran. J'avais beaucoup aimé, je l'avais lu l'année dernière et c'est ensuite ça qui m'avait fait découvrir les Lumberjanes. J'avais donc lu le tome 1 l'année dernière et quand j'ai vu ce tome 2 dans ma bibliothèque, eh bien je me suis jetée dessus. On est ici sur un comic que j'ai déjà qualifié, et c'est vraiment ça quand j'y réfléchis, d'un Gravity Falls pour jeunes adultes. Gravity Falls, c'est plutôt un dessin animé à destination des ados, à la limite grands enfants on va dire, mais avec celui-là on est plutôt sur une tranche young adult. On va suivre un groupe de jeunes femmes qui ont, je pense, entre 17 et 20 ans, qui sont dans un camp de vacances aux États-Unis. Je sais plus où ça se situe exactement, mais plutôt dans une région où il y a de la forêt, des lacs, etc. Et il va se produire des choses très très étranges autour de ce camp de vacances. Il va y avoir des créatures fantastiques, des personnes aussi un petit peu bizarres, et elles vont se retrouver mêlées à tout ça. C'est très drôle, j'aime beaucoup, je me suis énormément attachée au personnage. C'est une série de comics très très inclusive. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'ai encore préféré ce tome 2 parce qu'on a aussi des touches de mythologie qui sont amenées là-dedans. On commence à cerner un petit peu plus les origines des phénomènes surnaturels autour de ce camp. Bref, je vous le recommande vivement, c'est des lectures très rapides, que vous soyez à l'aise en anglais ou que vous soyez un petit peu plus débutant, ça se lira sans problème. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de texte, en général c'est écrit très gros. J'aime beaucoup le style, c'est très punchy, très coloré, très moderne. C'est aussi ça en fait qui me fait penser à Gravity Falls, on est un petit peu sur le même genre d'esthétique. Je suis allée chercher et apparemment on est déjà à plusieurs tomes dans cette saga, donc je vais regarder si ils ont les autres tomes dans ma bibliothèque, et puis sinon eh bien, je les ajouterai à ma wishlist tout simplement. C'est vraiment un très très chouette comic et je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler. Et bien écoutez, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, et également si certains vous font envie. Pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très très important pour moi et pour YouTube. Je sais, je radote, je me répète, je le dis à chaque fois, mais vraiment c'est très très important. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander la chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!